De son départ des Léopards, de la SV Club, à son évacuation au Soudan de Khartoum en guerre, exclusif, Florent Ibenge s'exprime. Vendredi 2 juin, après le journal de 19h, en exclusif, l'ancien sélectionneur des Léopards répond aux questions de votre radio. Rediffusion vendredi minuit, samedi 3 juin, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci d'être avec nous ce soir. Encore une fois, 4e étape de cette semaine dans la diaspora. Alors aujourd'hui, il ne s'agit ni d'édition spéciale, ni de face-à-face. Nous sommes en format exclusif avec un invité très demandé, très vomi aussi. On a beaucoup dit du mal, oui, de lui, quand il était au Congo. On en dit beaucoup moins depuis qu'il n'y est plus. On a beaucoup entendu parler de lui jusqu'à récemment, quand au Soudan, les troupes gouvernementales se sont tirées dessus. Son nom, Thierry Kamboundi, bonsoir. Bonsoir. Son nom est connu, il n'est plus à présenter. Coach Florent Ibenge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir pour une soirée particulière, exclusive pour parler de vous, exclusive pour parler de votre expérience de football au Soudan, exclusive pour parler de vos projets d'avenir avec ce qui s'y est passé. Est-ce que vous restez là-bas, est-ce que vous cherchez ailleurs? Exclusive parce que si vous vous êtes exprimé depuis, vous ne vous êtes pas encore exprimé sur un média congolais. Et en tout cas, nous vous remercions de nous donner cette exclusivité. Cette réaction première qui sera très football et qui connaîtra donc, vous le comprendrez, la main experte de Thierry Kamboundi, à qui je ne vais pas laisser poser la première question, puisque la première question est la suivante. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à vous fixer? Parlez-nous un peu de ces journées où nous étions certes très en contact, mais pas forcément les auditeurs, de ces dernières journées de Khartoum, de ces dernières journées au Soudan. Merci de m'inviter en tout cas, et ça me fait vraiment plaisir d'être là avec le média congolais de référence. Ça va mieux, je l'avoue, mais pas complètement. Pas complètement parce que c'est pas parce qu'on est tiré d'affaire que ça ne continue pas à tourner dans la tête par rapport aux autres qui sont restés. Donc je crois que tant que ça ne se sera pas arrêté, il y aura toujours ce petit désagrément qui reste en pensant aux autres. Aux autres qui sont restés, tous les footballeurs. Les footballeurs sont sortis, mais je suis congolais. Même si sur les papiers, on est les doubles, on a le papier français, mais on est né congolais et on le reste. Donc voilà, on a cette double casquette, qu'on le veuille ou non. Mais il y a beaucoup de compatriotes qui sont encore là-bas. Et je reste le point focal. Il ne se passe pas une seule journée sans que je puisse être en contact encore avec les représentants des étudiants qui est là et le président de la communauté congolaise qui est là aussi. Mais pourquoi ils sont encore là-bas? On disait que le gouvernement a organisé les évacuations. Beaucoup sont sortis. Une dame courageuse d'ailleurs, Mamie, est intervenue plusieurs fois sur antenne. Beaucoup sont partis au Kenya, beaucoup sont partis vers l'Égypte. Ceux qui restent sont des personnes qui n'avaient pas de papier. Pourquoi ils sont restés là-bas? Ils ne sont pas restés parce qu'il n'y a pas eu une évacuation encore organisée. Bon, c'est vrai que les choses se font en coulisses, donc l'évacuation ne s'est pas encore faite. Mamie a eu la chance d'être évacuée par le Kenya, mais beaucoup d'autres sont là. Et il se trouve que la majorité de nos compatriotes n'ont pas de passeport. Et on se rend compte que bien que ce soit... Vous êtes dans une situation de guerre, mais il y a les problèmes administratifs qui sont là. Donc quand vous devez aller en Égypte, il faut un visa. Donc même en situation de guerre, vous arrivez à la frontière, on ne vous laisse pas rentrer. Donc il faut un visa. Et quand vous n'avez pas de passeport, c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir de visa. Je sais que vous êtes très en contact, notamment avec les autorités. Pendant que vous étiez encore là-bas, le ministre des Affaires étrangères, le porte-parole du gouvernement ont promis. Rien n'a été fait depuis. Et pour ceux qui sont partis et pour ceux qui veulent partir? Ceux qui veulent partir, pour l'instant, on a un souci. Et il y a une personne qui est bien investie, avec laquelle
je partage presque tous les jours. C'est notre ambassadeur en Égypte, parce qu'au Soudan, l'ambassadeur était déjà à Kinshasa, et le seul diplomate qui restait là est parti. Donc le point focal, c'est l'ambassadeur du Congo en Égypte, qui se trouve actuellement à Kinshasa. Donc on a répertorié tous les Congolais qui sont là, et il s'est bien mouillé la chemise, ce monsieur. Il a été grand dans la sortie de nos joueurs. Il a pris le relais du club qui nous a permis de faire sortir nos joueurs, mais il y a tous ses compatriotes qui sont là et qui sont en attente d'être évacués, et notamment de la zone de combat, parce que la zone de combat est focalisée sur Khartoum et il faut qu'ils arrivent à sortir de Khartoum, mais c'est pas évident. Et plus on traîne, plus ça devient compliqué, parce que la situation est encore peut-être plus grave maintenant. C'est peut-être pour ça que je me permets de parler. Et plus grave parce que les combats se déroulaient, c'était bien localisé entre les deux ennemis, on va dire, sur 3 endroits essentiellement, au niveau du palais, au niveau de l'aéroport et au niveau du quartier général de l'armée. Mais maintenant, la nourriture manquant, les militaires commencent à rentrer dans les maisons. Donc, vous savez, quand les gens rentrent chez vous, les militaires rentrent, vous n'êtes pas à l'abri de toutes les exactions possibles et imaginables. Donc, ça devient un peu compliqué. Vous êtes sortis avant les autres. La Oui. France a organisé le rapatriement de ses ressortissants. Certains ont murmuré ou se sont étonnés que le coach congolais qui avait amené d'autres Congolais au Soudan parte et laisse les Congolais qu'il avait laissés parce que français. Qu'avez-vous à leur dire aujourd'hui? Oh, je l'ai déjà dit, c'est tellement bête, ça n'a pas de sens, et ça c'est chercher la polémique, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Au moment où je suis parti, les joueurs étaient en sécurité. Je dis bien, les combats étaient localisés à 3 endroits différents, et les joueurs étaient loin. On a même vu, ils ont posté quand ils sont en train de faire du sport, dans la salle, ils sont en train de rigoler. Donc la guerre n'était pas là-bas. La guerre était focalisée là où moi je me trouvais, avec le coach Boulaïma et notamment ma fille. Bon, je ne vais pas revenir un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu ridicule. Et puis même si vous devez vous sauver quand vous êtes tous ensemble, il faut bien que quelqu'un soit... Vous êtes dans un puits, il faut bien que quelqu'un soit en haut pour pouvoir tirer les autres. Donc ce sont vraiment la recherche de polémiques inutiles. Le plus important, c'est qu'on a réussi à s'en sortir. J'ai répondu un petit peu à ça, un peu méchamment, parce que j'étais un petit peu en colère de savoir que des gens puissent dire ça pendant que moi je voyais des gens les avions en train de bombarder en direction de là où se trouvait ma fille, que je n'ai vu que 8 jours après, et que je n'ai retrouvé qu'à l'ambassade. Ils savent pas ce que j'ai pu vivre avec ma fille qui m'appelait en pleurant. Et voilà, c'est parler pour parler, quoi. Donc voilà. Racontez-nous un peu cette journée du 15 avril 2023. Comment elle a commencé et comment vous vous êtes retrouvés dans une situation de guerre? Franchement, c'est une surprise totale. C'est une surprise totale parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. On joue le vendredi, on gagne, c'est la période du Ramadan, je crois qu'on joue à 22h, le match commence à 22h, donc on termine tard, le temps de rentrer à la maison. C'est pour ça que je dis que les joueurs n'étaient pas en danger, parce qu'ils étaient au stade. Notre camp de regroupement se trouve au stade. L'hôtel de l'équipe, c'est... L'hôtel du club se trouve au stade. Au stade, oui. Donc, on a joué le vendredi et le match suivant devait jouer le dimanche. Donc, les joueurs ne sortaient pas, ils restaient là. Donc, nous, le vendredi, on est reparti avec le coach Boulaïma. Donc, je suis arrivé chez moi à 2h du matin. Je suis arrivé à 2h du matin. Ma fille est sortie à 8h pour aller à la piscine avec son amie et la directrice de l'école. Là, nous sommes le 15 avril. Le 15 avril. Et les événements, nous, les bombes, on commence à les entendre à 9h. Donc à 9h, c'est parti de partout. Donc on entend tirer, armes légères, armes lourdes.
Et puis voilà. Et puis là, la consigne, c'est que ça tire de partout. Ne sortez pas, ne vous mettez pas, restez chez vous, ne vous mettez pas à côté des fenêtres. Donc voilà. Mais à ce moment-là, vous ne savez pas ce qui se passe. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout ce qui se passe. De toute façon, même là, il y a eu, au niveau des informations, des nouvelles contradictoires à tel point que vous ne pouvez pas savoir. On a découvert un petit peu la réalité le jour où on était évacué. Parce que nous, on comprenait que l'armée avait pris le dessus et que ça allait se finir dans les 2 jours. Et qu'en voyant quand on voyait les avions bombardés, et ensuite, après le bombardement, on entendait au sol, ça attaquait. Donc, ce qui était dit, c'est que l'armée était en train de reprendre toutes les positions et qu'ils allaient vite fait refaire le parcours. Mais que nenni. Le jour de notre évacuation, on a vu que plus de la moitié de la ville était aux mains de la milice. Plus de la moitié. Et comment vous vous êtes organisé ces jours-là? Comment vous avez fait venir vers vous le coach Boulaïma qui était dans une zone encore plus dangereuse? Il était encore dans une zone encore plus dangereuse. Bon, le ramadan, le jeûne se termine à 18h. Il se terminait à peu près à 18h. Donc là, parfois, on a eu une petite accalmie. Et c'est au moment de l'accalmie qu'on a pu le faire venir. Il a pu s'en sortir grâce justement aussi aux supporters d'Al Hilal. Votre fille, vous ne l'avez pas retrouvée de sitôt? Ma fille, je l'ai retrouvée seulement le jour de l'évacuation à l'aéroport. 8 jours après le début des affrontements. 8 jours après. Vous imaginez la situation? C'est compliqué. Et malgré tout, il faut garder le moral parce que ça fait partie de notre métier à chaque fois. Il faut garder le moral pour les autres. Il faut toujours être fort pour les autres. On n'a pas le droit de craquer. Et puis voilà. Comment elle se sent aujourd'hui? Aujourd'hui, elle se sent bien. Elle se sent bien, merci. On l'entoure, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça pourra se déclencher. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à ça. Vous dites qu'il faut garder le moral. Garder le moral en pensant toujours au Soudan. Quel est votre statut aujourd'hui? Où en êtes-vous? Toujours au Soudan, même si géographiquement vous ne l'êtes plus. Entendez, vous êtes toujours en contrat avec le Al-Ali de Khartoum. Ou Al Hilal de Khartoum. Je savais que vous allez me planter. Ou vous pensez... Non, je suis toujours en contrat avec Al Hilal. Mais vous jouez où? Non, on ne joue pas. Là, le championnat s'est arrêté et le club nous a mis en congé. Donc, ce mois-ci, à la fin de ce mois et au mois de juin. Et on est censé reprendre au mois de juillet. Mais on ne sera pas installé sur Khartoum. Donc, on va chercher un centre, que ce soit au Caire ou au Qatar ou aux Émirats. Mais on sera en dehors de Khartoum. Pourquoi pas peut-être à Lubumbashi, parce que mon club adore Lubumbashi. Chaque fois qu'on peut faire un stage à Lubumbashi, ils sont très heureux. Coach, vous êtes au Soudan aujourd'hui, vous y étiez il y a quelque temps. Avant le Soudan, c'était le Maroc, qui a été une belle expérience pour vous, mais la première en dehors du pays. Racontez-nous un peu l'aventure de Ibenge en dehors de son statut de sélectionneur des Léopards et d'entraîneur de VEC Club, les expériences du Maroc puis du Soudan. Ça s'est fait vraiment très vite. Je crois que ça fait 3 ans que je ne prends pas de vacances. C'est quand on a terminé l'expérience malheureuse, entre guillemets malheureuse, qui s'est mieux terminée avec l'ASV Club, avec cette fameuse affaire Matuta là. On a fini le championnat et j'ai reçu un coup de fil. On rappelle qu'au final, VEC Club a été champion. Oui, ça s'est mieux terminé parce qu'on n'avait pas triché. Je tiens à le dire. Donc vous êtes parti sur un titre de champion du Congo. Je suis parti sur un titre de champion du Congo. Donc, j'ai reçu un coup de fil du Maroc, du président de Berkane, qui voulait me voir. Et on avait une réunion avec la présidence de... En ce moment-là, vous vouliez déjà quitter le Congo? Non. Vous vouliez poursuivre avec VEC Club? Bien sûr. Je n'avais pas de plan de partir.
Donc j'ai reçu un coup de fil avec une proposition en me demandant d'aller discuter. Donc le lendemain, j'ai eu une réunion avec la présidente et avec tous les... Madame Bestine Kazadi. Madame Bestine, avec tout le staff. Donc on a parlé un petit peu de la situation et à la fin, je lui ai dit, voilà, j'ai reçu une proposition du Maroc, je vais aller les voir et à partir de là-bas, je vais t'appeler parce que, bon, je la tutoie, hein, on se connaît de longue date. Je vais t'appeler, on prendra la décision ensemble. Donc, vous avez décidé de prévenir Madame Bestine, je l'ai présidente toujours de fait. club, Dans tous mes clubs. sans avoir négocié avec Berkane. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai toujours fait ainsi. J'ai toujours fait ainsi. J'estime que le football, au-delà des résultats, c'est aussi une aventure humaine. Il faut rester réglo. Parce qu'il faut rappeler qu'en ce moment, votre contrat avec Club était finissant. Le contrat est fini. Et Donc, voilà. C'est pas finissant, il était complètement fini. Voilà. Il y avait possibilité ou non de renégocier parce que Oui, Bestine mais bon. venait d'arriver. Exactement. Voilà. Non, on a travaillé en bonne intelligence. En bonne intelligence. Je la connaissais avant, elle a remplacé le président Amissi. Donc on s'est donné cœur et âme pour qu'elle puisse réussir son mandat. Et on a obtenu un titre. On a obtenu un titre ensemble. Mais à ce moment-là, quand le contrat était terminé, Florent Ibenge voulait quoi? Rempiler ou partir voir ailleurs? Non, je voulais rempiler. Il n'y avait pas de velléité de partir. Comme j'ai fait à chaque fois avec le président Amissi. On a toujours travaillé comme ça, en bonne intelligence, les yeux dans les yeux. Et quand on disait quelque chose, ben voilà, on le respectait. Vous Et n'avez les jamais Maroc. voulu d'ailleurs signer de contrat à longue durée. Pourquoi Non. avec Club? Non, parce que... C'était toujours une année renouvelable, etc. Oui, parce Pourquoi? que bon, j'ai trop aimé ce club, je pense. Non, parce que je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes au moment de partir. J'étais dans V-Club et je me disais, voilà, on signe une année, après l'année, si ça ne va pas, on se serre la main, on se sépare tranquillement, on se donne corps et âme. Mais là, vous décidez d'aller quand même écouter ce que vous propose les Marocains. Et qu'est-ce qui Non, se mais passe? c'est pas la première fois. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous allez écouter ce que disent les Marocains. Qu'est-ce qui vous fait prendre la décision de partir? Bon, je vais revenir là-dessus. C'est que même avec le président Amissi, j'ai reçu plusieurs offres et j'en ai parlé avec lui. Il y a même des clubs qui m'ont envoyé un billet pour aller négocier. Lui, au moins, vous retenez. Et les supporters, vous retenez. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-là... Cette fois, non, mais là, bon, j'ai parlé avec la présidente. Et puis, quand j'arrive à Rabat pour négocier, je vois un tweet de la présidente qui me dit au revoir, qui me souhaite bonne chance à Berkane. En ce moment-là, il y avait rien de décidé. Rien du tout. Rien. C'est ça qui vous a poussé à partir. Donc, il vous a forcé il vous a poussé à la porte, pratiquement. Voilà, je suis libéré. Bon, après, on en a parlé. Parce qu'elle s'est sentie trahie. Ce sont les mots, parce qu'on en a parlé après. On a eu la discussion. Elle s'est sentie trahie. Moi, je lui ai dit que je me suis senti viré. Donc, bon, il y a peut-être eu une incompréhension. Mais voilà, je me suis retrouvé... Coach, dans le milieu du foot, un entraîneur qui décide d'aller négocier avec un autre club, c'est un entraîneur qui, dans sa tête, a déjà envie de partir. Depuis 2015, je vous suis, depuis que vous êtes revenu au Congo en 2011-2012, à l'apogée de votre carrière, on va dire, 2015, troisième position avec la CAN, avec les Léopards à la CAN, des demandes, des offres venaient de partout, mais vous n'êtes jamais allé négocier avec ces clubs-là. Pourquoi avoir décidé cette fois-là, avec le départ du président Amissi et l'arrivée de Bestine Kazadi, d'écouter les Marocains? Non, j'ai toujours écouté les autres. J'ai toujours écouté. C'est peut-être parce que c'était pas médiatisé. C'était pas médiatisé, j'ai toujours écouté. C'est quand vous recevez une proposition, la moindre des choses, c'est de l'écouter. Écouter, vous déplacer, Oui, c'est bien différent. sûr. Oui, je me suis déjà déplacé. Mais j'en ai pas parlé. Donc la grande différence cette fois-ci, c'était le fait que Bestine Kazadi... Voilà, ait décidé et là, l'annonce. voilà, le fait que je me déplace, et après, bon, voilà, et
je pars. Mais ce n'est pas la première fois que je me déplace. Les conditions que vous proposez au Maroc étaient plus intéressantes donc, que celles de À peine, j'ai même pas discuté mon contrat au Maroc. Comment ça? J'étais libre. J'ai même pas discuté des conditions. J'étais un peu dégoûté, c'est la vérité. Donc vous arrivez, paf, paf, donnez le contrat, vous signez. Il me met en place les conditions. Bon, elles étaient un peu meilleures que dans V-Club. Un peu ou beaucoup? Un peu. Un peu. Pas beaucoup. Un peu meilleur que dans V-Club. Donc j'ai signé. Et 3 jours après, je commençais le travail. Vous commencez le travail, on va pas refaire votre expérience marocaine, couronnée de 2 succès, 2 titres, hein, notamment une Coupe de la Confédération. Berkane, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un club qui joue d'une certaine popularité, mais vous arrivez Coupe d'Afrique directement. Oui, c'était pas simple parce que c'est un club qui est très stable. Et l'année où j'arrive, j'ai commencé 3 jours après. C'est-à-dire que j'ai terminé les 5 derniers matchs du championnat. Donc j'ai pris l'équipe comme ça. Et sur les 5 derniers matchs, on a gagné 4 matchs et une défaite. Ce qui nous a permis de grignoter des places et nous qualifier à la Coupe d'Afrique. Et on a fait la Coupe d'Afrique. Et là-dessus, sur le mercato, j'ai perdu les cadres de l'équipe. À votre arrivée? Ouais. Pourquoi? Non, la saison d'après. Oui, non, j'ai compris. Le club a décidé parce qu'il y a des joueurs qui étaient là depuis 10 ans. Donc, ils ont trouvé qu'il fallait renouveler. Donc, ils se sont séparés de beaucoup de joueurs. Et Vous étiez prévenu à la signature que des cadres devaient partir, que Oui, ils avaient dans leur idée, oui. Et c'est vous qui avez eu à refaire la nouvelle équipe? On a refait ensemble. Partout, j'ai toujours fait ça. On a refait ensemble. Avant que je n'oublie d'ailleurs, par rapport à cette histoire de partir et de négocier. La même chose est arrivée à Berkane. À la fin de la saison s'est terminée et j'ai reçu une offre de Al Hilal. Je suis allé voir mon président de Berkane. Je suis allé le voir en disant, voilà, j'ai reçu cette offre, il me restait 1 année de contrat. C'est lui qui m'a envoyé au Soudan. Il m'a dit, ok, je ne peux rien faire. Parce que les supporters de Berkane ne voulaient pas que vous Oui, mais partiez. le président m'a dit, écoute, va discuter avec eux. Pourquoi? Il dit, Puisqu'il vous restait encore 1 année de contrat. oui, mais il m'a dit, je ne peux pas te bloquer. Il dit, on t'offre des meilleures conditions de vie là-bas. Je ne peux pas te bloquer, je serai vraiment Là encore, déraisonnable. est-ce que vous n'étiez pas en fin de cycle? Parce qu'un président qui ne veut pas se séparer de son entraîneur le bloque. Non, il le bloque si... Surtout que vous lui avez ramené des résultats. Oui, non, mais il le bloque si il lui remet les mêmes conditions financières. Si tu lui remets pas les mêmes conditions financières, tu sais que le monsieur, il va pas rester en bon terme. Il va pas travailler comme il devait travailler. Donc vous avez proposé une renégociation? Pas du tout. Je voulais pas. S'il m'avait dit tu restes, je voulais pas faire. Je suis pas habitué à faire du chantage. Je serais allé au bout de mon contrat sans faire du chantage. Et c'est ce que je lui ai dit. D'accord. Il m'a dit, c'est ce que j'ai fait avec Hervé Renard. J'ai pas bloqué Hervé Renard. Je te bloquerai pas. Ce que tu vas toucher là-bas, je suis pas capable de te le donner. Mais va d'abord discuter avec les Soudanais. Tu vois, je suis allé discuter avec les Soudanais et quand je suis revenu, je lui ai dit, j'ai discuté, voilà ce qu'il en est et tout. Et puis après, on a résilié en bonne et due forme. Quand je suis reparti dernièrement au Maroc, c'est la première personne. Il dit, cher ami, viens boire un café. Donc, voilà. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas de raison qu'on se tape dessus. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le Soudan? Parce qu'en ce moment-là, l'attraction du football africain, c'était le Maroc. Oui. Au niveau national, au niveau des clubs, oui, justement. En ce moment-là, à un moment donné, c'était l'Égypte, puis la Tunisie, mais en ce moment-là, vraiment, au niveau national, au niveau des clubs, c'était le Maroc. Pourquoi avoir choisi le Soudan? À cause des meilleures conditions? Oui, et puis ils sont venus avec une approche très intéressante. Laquelle? C'est-à-dire qu'ils ont... Non seulement ils me connaissaient, mais ils sont allés un petit peu plus loin dans ma vie. Ils savaient déjà que j'avais une fille, qu'il fallait la scolariser à l'école française. Donc ils avaient déjà trouvé tout ça. Donc ça a été très important pour moi, de savoir qu'ils voulaient vraiment m'avoir. Et puis financièrement, ils ont fait les efforts nécessaires pour me convaincre. Ça c'est de deux. Et c'était pas juste pour venir. Il y avait un projet d'avenir sur 3 ans. De mettre les moyens pour gagner la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique? Oui. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Donc,
mis en place les trois événements ont fait que j'ai pu accepter. Vous arrivez au Soudan, vous marchez sur le championnat, on va dire, vous remportez la coupe nationale et vous ratez de très peu cette saison la qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça vous laisse un goût amer? Oui, un goût amer parce que on doit passer. Mais bon, les choses s'expliquent en football. Je crois qu'on est parti petit à petit, on était en train de monter vraiment en puissance. Et malheureusement, on rate sur un penalty. Je ne vais pas condamner le joueur qui rate ça. Il reste un match derrière pour jouer en Égypte. Mais malheureusement, avant ce match-là, j'ai 12 joueurs qui s'en vont en équipe nationale. Pour une équipe en reconstruction comme on était, ne pas travailler sur ce match-là, on n'a pas travaillé en fait. On a récupéré les joueurs pour pouvoir jouer. C'est différent d'une équipe comme Al-Ahly qui a l'habitude avec les joueurs qui sont aguerris et habitués à jouer ensemble. Nous, c'était la première saison avec beaucoup de joueurs. Donc, on n'a pas pu franchir l'écueil. Mais bon, au moins, on le sait. Il nous restait 2 ans derrière pour pouvoir bien travailler parce que on a vraiment fait des progrès et on va dire tout le Soudan parce que l'équipe de Al Hilal, c'est 90% de la population. C'est une équipe très très populaire voilà. à Khartoum. Avant de revenir sur votre expérience congolaise, parce que c'est le but, vous êtes avant tout congolais, je voudrais que vous établissiez un peu la différence entre le football congolais, le football marocain et le football soudanais, sur tous les plans. Alors, des 3 footballs, si on doit même classer, le football marocain est au-dessus et avec aucune distinction possible. Quand je suis reparti saluer l'équipe de Berkane, je suis arrivé à l'entraînement, je suis monté sur la pelouse, j'ai même ri. Parce que ma pelouse que j'ai laissée sur le terrain d'entraînement, elle est digne de Wembley peut-être. Rien que cette pelouse d'entraînement. Donc ça n'a aucune commune mesure. Dans mon centre d'entraînement, il y a l'échographie, il y a la radiographie. Donc quand un joueur est blessé, il est là tout de suite. On a une salle de préparation, de musculation digne des clubs professionnels, de tous les clubs professionnels. Donc c'est un truc professionnel, voilà, on va vraiment là-dessus. Et c'est bien différent de ce que je pouvais vivre dans des clubs où j'ai entraînement à 6h jusqu'à 8h, et puis il y a des rings qui attendent pour faire l'entraînement de 8h à 10h. J'ai pas de vestiaire, j'ai pas... Donc voilà, quand j'ai un joueur qui est blessé, il faut attendre quand est-ce que ça sera disponible pour faire l'échographie. Donc tu n'as pas le temps, tu perds tout. Et le temps, c'est important de récupérer un joueur. Donc on ne peut pas. Mais d'un autre côté, au Congo, on a une qualité de joueurs extraordinaire. Moi, je crois que si je suis resté autant dans V Club, c'est par rapport aux joueurs en particulier. Parce que tu peux les emmener très loin, très très loin. Nos gamins, on les insulte partout, on devrait leur faire des monuments par rapport à au peu qu'ils gagnent, et le rapport travail et salaire n'a aucune commune mesure. Nos gamins travaillent. On les insulte beaucoup, mais ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas parce qu'ils travaillent, vraiment. Et et je le dis, si on avait le 10e des conditions que le Maroc a, on n'est pas loin d'être champion d'Afrique chaque année. Et vous avez quitté le Maroc pour le Soudan, où les conditions sont moins bonnes? Et les conditions sont moins bonnes de ce côté-là, les conditions de travail, mais les conditions de vie sont meilleures. Je veux dire, vous êtes là, on est dans Top Congo, peut-être vous qui êtes le big boss, mais Thierry aujourd'hui est avec vous. Mais si on lui propose 4 à 5 fois le salaire qu'il gagne aujourd'hui, s'il part, ça se comprendrait, même s'il a peut-être des conditions un peu moins bonnes. Il est aussi papa et
Et il doit penser aussi à ça. Donc c'est un peu normal. Revenons au Congo. Florent Ibenge, c'est sélectionneur des Léopards pendant 5 ans. Florent Ibenge, c'est pendant pratiquement 10 ans ou 10 saisons, entraîneur de l'association sportive VEC-Club. Et ces deux clubs, enfin, et ces deux côtés pendant de nombreuses années. Ouais, Oui. presque 10 saisons. Alors, quel souvenir vous a marqué au Congo? Qu'est-ce qui pourrait, parce que Christian Lusako nous l'a dit en introduction, quand ça ne va pas, on fait appel au Florent Ibenge qu'on a insulté hier, etc. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir au niveau des Léopards A, au niveau des Léopards Chan, au niveau de l'ASV Club, dans le football congolais de manière générale? Moi, je reviens un peu sur les insultes. Sur les insultes, ce sont beaucoup de gens qui m'en parlent. Ce sont beaucoup de gens qui m'en parlent parce que, bon, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Vous les entendiez pas? Les insultes, pas par rapport... J'entends peut-être, mais moins que les félicitations et les encouragements. Quand le résultat n'était pas au rendez-vous, Oui, quand les bien gens sûr. se fâchaient. Ah, ça, je C'était sais, surtout parce que quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Je parce connais le qu'en dehors métier, de c'est cela, normal. ouais, C'est normal. en dehors de Mais cela, ce que je veux dire par là, parce que beaucoup de gens insistent sur ça, c'est que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans la rue m'insulter. Jamais. C'est pour ça que je dis toujours, il y a le monde des réseaux sociaux et la vraie vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un m'insulter dans la vraie vie. Et dans cette vraie vie, qu'est-ce que vous retenez? J'ai C'est toujours dit marquant. merci. Je dis, moi j'ai quitté, je dirais toujours merci parce que ce que j'ai reçu, ça dépasse toutes les insultes. Moi j'ai reçu quelque chose d'énorme au niveau du pays. Énorme. J'ai La peut-être donné. décoration, Non, ça n'a rien à voir. le ça- mérite, le retour des gens. Ce sont les retours des gens. Moi, ce sont les relations humaines. C'est au-delà des couples, les victoires, tout ça. C'est le sourire de quelqu'un, c'est la reconnaissance quand tu vas quelque part et tu es accueilli comme si tu étais de la famille. Ça, c'est ça qui est important pour moi. C'est pas les titres ou autre chose. C'est pour ça que je dis merci. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas quoi dire d'autre parce que je pense que j'ai reçu au-delà de ce que quelqu'un peut espérer. Plus que ce que vous recevez à l'extérieur? Au Congo, je suis chez moi. Et Congo, c'est pas Kinshasa. Congo, c'est pas Kinshasa. Quand je dis tout ce que j'ai reçu, c'est au-delà de tout. Alors, Quand tu arrives à Bandundu-Ville, tu arrives, tu descends de l'avion et les gens refusent que tu marches. On te porte. alors que vous venez jouer contre l'équipe locale. Ouais. Tu finis le match, les gens ne veulent pas que tu partes. On te porte. Tu veux partir parce que l'avion attend, mais ils disent non. Alors Et que tu ne peux pas marcher, les gens te mettent sur leurs épaules. La même chose à Matadi. Tu finis le match, du stade jusqu'à l'hôtel, tu es sur la tête des gens. À Kinshasa, à un moment donné, je me rappelle qu'on commençait à se voir en cachette parce qu'après la CAN, après le CHAN de 2016, Florent Ibenge ne savait plus sortir. Là, je suis librement, reparti c'était là, en compliqué. janvier et je me suis posé la question si je pourrais encore vivre à Kinshasa. Pourquoi? Parce que je suis parti faire la surprise avec Club. À 6 h du matin, je suis arrivé à l'entraînement, mais je suis rentré chez moi à 23 h. Donc les gens ne voulaient pas me lâcher. Donc de ce côté-là, ça dépasse tout. Oui, mais aujourd'hui, vous dites qu'au Maroc, les conditions sont extraordinairement bonnes. Au Soudan, elles sont meilleures qu'au Congo. Mais au Congo, c'est chez vous. Mais au Congo, mais jamais vous n'avez reçu ce que vous avez reçu au Congo. Alors, est-ce que, logiquement, c'est la question qui suit, est-ce que ce n'est pas dans la logique de revoir Florent Ibenge aujourd'hui au Congo et qu'est-ce que Florent Ibenge est prêt à faire pour que les conditions du Maroc soient celles des conditions... Non, je reviendrai au Congo. Là, je parle comme ça, mais je reviendrai au Congo. Je l'ai dit. En club ou en sélection? Mais pourquoi? Pour ma vie. Je ne serai pas toujours dans le football.
Oui, je sais que vous avez aujourd'hui plus de 60 ans. Voilà. Ouais, Donc, mais vous avez encore des années. il n'y a pas la retraite à 64 ans comme ici. Donc, je vous espère la carrière de Giroud ou plus que ça. Non, je vous remercie beaucoup. C'est vrai. Non, pourquoi pas? Là, je viens de participer à la signature d'un contrat de. Il y a ces jeunes-là que je tiens à féliciter de la GSK, ouais. GST, Jeunesse Sportive de la Tchangou, ouais. qui a signé un partenariat avec le FC Sochaux. Qui ont réussi à faire ce que beaucoup n'ont pas réussi à faire. Je connais beaucoup de gens qui ont essayé d'avoir un partenariat, qui n'ont pas réussi, à commencer par moi d'ailleurs. Avec un club professionnel en France. Avec un club professionnel de France. Donc, sincères félicitations. Et je crois que c'est une première et d'autres vont pouvoir venir parce que souvent c'est comme ça. Quand ça commence, on est un pays avec 100 millions d'habitants. Les clubs français vont venir. Les clubs vont finir par venir parce qu'ils ne peuvent pas laisser passer cela. Donc, vous reviendrez au Congo quand et comment? Ils vont venir parce que... Non, je parle de vous. Moi? Vous reviendrez? Moi, je reviendrai peut-être dans ce genre de projet, peut-être, pourquoi pas, dans la politique, pourquoi pas dans mes affaires, la politique. Pourquoi pas en tant qu'entraîneur. Non, je ne m'interdis rien. Donc, mais pour l'instant, je ne peux pas. Demain, après-demain, Florent Ibenge, candidat président, candidat député national, c'est possible. Président de quoi? De Vita, oui. Président de la République. Oui, mais en tant que coach, est-ce qu'il y a une équipe, de Vita, ouais. Est-ce qu'il y a une équipe dans laquelle le coach Ibenge pourrait de nouveau travailler, actuel? Oui. Un retour... En dehors de V-Club. En dehors de V-Club? Pourquoi en dehors de V-Club? Y compris V-Club. Je sais pourquoi je le dis. En dehors de V-Club, il y en a? Ou ça sera absolument V-Club? Où ça, au Congo? Oui. C'est compliqué, certaines équipes. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai entraîné V-Club et je connais l'antagonisme. Je connais l'antagonisme qu'il y a au Congo. Et si je suis arrivé à l'équipe nationale, c'est grâce à V-Club. Et j'ai cette petite reconnaissance qui fait que c'est difficile pour moi d'entraîner les équipes qui sont... Donc, on ne peut pas vous imaginer chez Mazembe, chez Dering et ailleurs. C'est très compliqué. Très compliqué. Mais au V-Club, oui. Oui, V-Club, oui. Parce que même quand j'ai quitté l'équipe nationale, parce que beaucoup de gens aussi disent que j'ai été viré de l'équipe nationale. Là, je crois, je regarde la caméra droit dans les yeux. Je n'ai pas été viré de l'équipe nationale. C'est moi qui ai souhaité ne pas continuer. Donc, c'est différent. Pourquoi? J'étais fatigué. J'étais fatigué. Fatigué de quoi? Non, mais faire les deux, c'était fatigant. Pour ma vie. Vous n'étiez pas obligé. Plus d'une fois, je vous ai posé la question. Non, j'étais pas obligé. Mais le problème qui est là, c'est que il faut connaître le contexte de son pays. C'est-à-dire que l'idéal pour moi aurait été de laisser V-Club pour ma vie et de continuer en équipe nationale. Sauf que, tu connais bien le football congolais, sauf que si j'avais laissé V-Club et continué avec l'équipe nationale, à chaque match de l'équipe nationale, les supporters de V-Club allaient être contre l'équipe nationale. Allaient être contre l'équipe nationale. Et donc, moi, je ne pouvais pas, sachant cela, m'engager et faire en sorte que l'équipe nationale soit, entre guillemets, huée. Moi, je suis congolais et j'estime que l'équipe nationale est au-dessus des clubs. Or que chez nous, on pense d'abord à son club avant l'équipe nationale. Moi, je pense que l'équipe nationale est au-dessus de tous nos clubs. Il faudrait qu'on puisse marteler ça et que tout le monde puisse intégrer ça, que quand l'équipe nationale joue, c'est sacré. Et qu'on doit se mettre derrière l'équipe nationale et pas comme moi, je suis arrivé, on regarde, quand c'est un joueur de Vita qui rate, joueur Nabino. Et quand ça, non, on doit être tous derrière l'équipe nationale. Tous. Donc aujourd'hui, Florent Ibenge, s'il envisage un retour au Congo, ce ne sera qu'avec V-Club. Et est-ce que... Non, pas seulement avec V-Club. Ou avec l'équipe nationale. Mais vous dites que ce n'est pas possible d'aller ailleurs. Bah si, c'est possible d'aller ailleurs. Pourquoi je ne pourrais pas entraîner Rangers ou RCK ou... Non, Mais jamais moi, Dering, je ne suis pas... Jamais Dering, jamais Mazembe, jamais Renaissance, jamais... C'est compliqué parce que il n'y aura pas la paix sociale. C'est important. C'est compliqué. Beaucoup ont dit également que le fait d'entraîner en même temps V-Club et l'équipe nationale a desservi
l'équipe nationale, où vous a profité plus? Vous parlez du contexte, mais vous en avez profité aussi, coach, pendant 5 ans. J'ai essayé, sincèrement Thierry, j'ai essayé vraiment de séparer les deux. C'est-à-dire que quand j'étais dans V-Club, j'avais mes 30 joueurs et je devais fonctionner en fonction de mes 30 joueurs. Et quand j'avais l'équipe nationale, j'avais tous les joueurs du pays et je devais fonctionner à travers tous les joueurs. Vous savez que professionnellement, c'est quand même compliqué. Non, j'ai pas, je te jure, enfin, j'ai essayé vraiment et j'étais pas seul. J'avais mes adjoints et là je reviens encore sur tout ce qu'on raconte parfois. Je ne faisais pas tout seul. Bien sûr, c'était moi le décideur. Mais j'essayais vraiment de me mettre en position l'équipe nationale. Et je faisais jouer les critères que j'avais demandés, que je m'étais imposés. Les critères de compétitivité, c'est-à-dire pouvoir jouer, le niveau de la compétition, la concurrence au poste et le comportement. L'actualité aujourd'hui, les Léopards sont à 2 matchs importantissimes pour se retrouver en Côte d'Ivoire à la phase finale de la CAN. Quel regard vous portez déjà sur cette équipe nationale? Quelles sont les chances que vous lui accordez? Sébastien a repris une situation un peu difficile. Sébastien Desabre. Sébastien Desabre. Je l'appelle Sébastien parce qu'on se connaît de longue date. Et vous saurez que je suis derrière lui à 2000%. Donc, il a récupéré une situation un peu compliquée. C'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, je sens poindre un renouveau. On a eu, c'est normal. Hein. Moi, beaucoup de gens crient un petit peu. On a eu un petit trou. C'est normal parce qu'on n'a pas de formation qui puisse faire en sorte qu'on n'ait pas ce trou générationnel. On a eu un trou générationnel. Bon, on ne cherche pas les causes. Nous, on regarde toujours les conséquences, mais on ne cherche pas les causes. On a eu des joueurs qui jouaient un petit peu dans un niveau un petit peu moindre, ce qui fait que, bon, voilà, on a eu des résultats en dents de scie, mais on va repartir. Moi, je suis assez optimiste. Vous êtes sûr que les Léopards vont se qualifier? Je le veux. Je sais que vous le voulez en tant que Congolais, mais le football sur ce que vous avez vu. Le football est compliqué. Le football est compliqué. On est capable de faire le métier au Gabon. Mais il ne faut pas non plus, et c'est ce que je reproche aussi à nos compatriotes, minimiser les autres. Parce que nous, on a toujours l'idée de dire on est un pays de football, on est grand, comment on peut être battu par le Gabon? Ou par le Soudan. Ou par le Soudan. Mais non. Et comment est-ce qu'on le peut, travail. à l'opposé, comment est-ce qu'on peut avoir cet optimisme de gagner alors qu'on n'a même pas de championnat? Oui, mais on a des joueurs qui jouent à l'extérieur. Et c'est pour ça que là, maintenant, et c'est ce que je me disais, ça faisait partie d'un de mes critères. C'est-à-dire, quand tu ne joues pas, je ne te prenais pas en équipe nationale. Donc plus jamais de footballeurs du Congo? Bien sûr que si, ça c'est un épiphénomène. Le championnat va reprendre. Donc ils auront à nouveau leur chance. Mais si tu ne joues pas, tu ne peux pas être compétitif. Donc on ne peut pas te prendre en équipe nationale. Là, on va partir en équipe nationale, il faut compter sur ceux qui jouent. Et ils jouent où? Ils sont à l'étranger. Donc il faut miser sur cela. Et il ne faut surtout pas, et je pense que là, je crois à mon arrivée, on a quand même cassé cette histoire de binationaux, ceux qui jouent à l'extérieur, ceux qui jouent à domicile. Moi, c'est pour ça que je dis, je mettais tout à plat. Tu es Congolais, concurrence au poste, je regardais, gardien. Quel gardien je dois prendre? Et je regardais et je choisissais les 3 ou 4 meilleurs, à mon avis. Je me trompe pas, ça c'est normal. Mais en toute objectivité, j'essayais de faire ça. Voilà. Coach, un regard sur l'organisation du football congolais aujourd'hui. Il y a un comité de normalisation à la tête de la FECOFA. Le football, le championnat est à l'arrêt depuis décembre dernier. On ne sait pas quand et comment il va repartir. Des élections arrivent. Comment, selon vous, le football congolais peut être relancé? Déjà, à partir de là, je crois que la fédération, il y a un comité de normalisation qui arrive. On a refondé les statuts de la fédération. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour,
tu as accepté de le faire. Tout le monde appelait ça. Maintenant, il faut y aller tranquillement par les élections. Les gens vont se porter candidat et on va élire la personne idoine, je l'espère, qui va pouvoir nous emmener vers le football. Mais on va revenir au même au-delà de problème. Organisation du championnat, les clubs n'ont pas de moyens, etc. Ils sont en train d'organiser. Et c'est ça le grand problème. Il faut se donner les moyens. Pourquoi les autres ont les moyens et pas nous? Mais pourquoi nous, on n'a pas de moyens? Ben justement. Vous étiez pendant 10 saisons à la tête d'un des clubs les plus populaires du pays. Comment V-Club n'a pas réussi à attirer des sponsors malgré Florent Ibenge, malgré la renommée des V-Club, malgré son histoire? On a réussi. Non, mais il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, Thierry. C'est quoi? Et j'en ai parlé longtemps avec le président à l'époque. Mais on n'avait pas encore changé de mentalité. On était encore dans l'époque, moi j'ai trouvé V-Club, quand je suis revenu entraîner V-Club, j'ai trouvé des choses que j'avais laissées en 74. 74, je me souviens, j'allais à l'entraînement de Vijana. Moi j'habitais Motel Fikin, j'allais à l'entraînement de Vijana et je me souviens toujours, les joueurs après l'entraînement, ils couraient après le président, Kilanda Moko à l'époque, pour dire président transport. Et quand je suis arrivé dans V-Club, c'était ça après l'entraînement. J'ai réussi à changer les choses. On a bancarisé. On a bancarisé dans V-Club. Donc on est allé petit à petit. On a eu le sponsor, on a eu la Robank. Donc on a travaillé pour avoir des sponsors. À un moment donné, il y avait d'autres sponsors, il y avait la Skol, il y avait d'autres sponsors. On n'a pas réussi à les garder. Pourquoi on n'a pas réussi à les garder? Il y a plusieurs raisons. C'est le contexte général. Le contexte général. Mais il y a aussi vous, c'est le contexte du pays. J'ai essayé d'emmener les sponsors comme Canal+. Je cite une grande tête. J'ai parlé avec les dirigeants. Je dis comment on est un pays francophone, un pays de football, où les équipes atteignent des finales de Coupe d'Afrique. On n'a pas Canal+, et Canal+ est en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On joue parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de violence sur les terrains. Il y a les bons terrains. Les matchs se jouent sur des terrains synthétiques partout. Donc c'est ça, il y a une qualité de jeu qui permet qu'on puisse diffuser les matchs. Chez nous, maintenant, les terrains, ça va. Il faut éradiquer ce problème de violence et puis avoir un calendrier qu'on peut tenir, un calendrier régulier. Comment voulez-vous que la télé qui doit programmer, il vous programme un match demain à 15h et vous ne pouvez pas le jouer? La télé ne viendra pas. On va terminer par votre déception. Vous avez parlé de V-Club, 2 finales de Coupe d'Afrique ratées, de très peu. La Ligue des Champions en 2014, la Coupe de la Confédération par la suite. Comment vous l'expliquez avec du recul aujourd'hui et quelles sont vos autres déceptions? Ça s'explique par des petites choses. Hein. Ça se joue sur des détails. Ce sont des choses qui sont en interne que beaucoup de gens ne savent pas. J'ai un peu gardé ça beaucoup. Et je dirais il faut que peut-être j'écrive un livre. Mais quand vous jouez une finale de Coupe d'Afrique comme en 2014 et que vous venez préparer la finale, vous arrivez au terrain d'entraînement et le terrain d'entraînement est donné à une église. Vous arrivez, vous ne pouvez pas vous en... Finale de Coupe d'Afrique, Ligue des Champions. Vous savez où on s'est entraîné? J'ai pris mes joueurs, on est parti au terrain au CAL, à la RTNC. On est arrivé, on a trouvé des gamins en train de s'entraîner. Donc on a attendu que les gamins finissent leur entraînement. Et après, nous, on est rentré dans cet entraînement sur un terrain, on va dire, improbable. Mais c'est pour jouer... Zélotique, comme on dit à Kinshasa. Ça, c'est notre préparation pour la finale de la Coupe d'Afrique. Voilà. Et puis quand vous ne gagnez pas, on vous dit ouais, c'est les sorciers, c'est les... Non, ça s'explique. 2021. 2021, c'est la même chose. Le club perd 3-0 à l'extérieur. On perd 3-0, mais et là... gagne 3-1 à domicile et donc ne peut pas être là, champion. Il y a des choses qui... On ne va pas parler, mais c'est à contre-coup. Mais quand vous regardez bien le match aller, même l'arbitre du match retour, avant le match, il me dit « J'ai regardé votre match, l'arbitre n'a pas été correct avec vous. »
Je ne peux pas le dire. Si vous dites ça, on va dire que vous vous plaignez pour rien, mais regardez bien le match. Vous avez un expulsé, vous avez un penalty. Et ça joue beaucoup. Et vous encaissez 3 buts qui n'ont pas lieu d'être. Monsieur Florent Ibenge, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thierry, tout à l'heure, a dit on va terminer. Non, je n'ai pas envie de terminer avec la déception. J'ai envie de terminer avec l'espoir. Vous avez dit qu'un jour, vous reviendrez. Oui. Peut-être pas comme coach. Exactement. Vous avez les solutions pour le foot. Vous avez vu comment ça marche ailleurs. Alors peut-être à la fédération. Ben, je le dis, hein. Moi, je ne me cache pas de le dire. Là, le partenariat que ce club vient de faire, c'est une bonne chose. Mais chaque fois, tous les ministres qui se sont succédés, ministre des Sports et ministre de l'Enseignement, c'est la même chose, c'est le même credo. Remettez le sport à l'école. J'ai l'impression que nos dirigeants, au niveau africain, manquent un peu de vision. Parce qu'on continue à considérer le sport comme, j'aime bien utiliser ce terme, réservé aux musculaires. Et les cérébraux, voilà, doivent avoir autre chose. Et les musculaires, on leur laisse la part infinitésimale. Alors que, là, on est en France. La France est l'une des meilleures nations au niveau du sport. Et tout commence à l'école. Et que tout commence à l'école. Et la musique d'ailleurs, parce que ici, chez nous, la musique, ceux qui font la musique sont considérés comme les footballeurs, des idiots. Alors qu'ici, les musiciens sont considérés comme des super messieurs. Et les premières classes à horaires aménagés, on va dire les gens protégés, c'était en musique. Ils envoyaient leurs enfants, ce sont les riches qui envoient les enfants faire la musique. Ils font faire le solfège. Et le football, c'est... Les gens réfléchissent dans le football. Ils se sont inspirés de ce que les riches font pour leurs enfants en musique, pour mettre leurs enfants à l'école, pour mettre des sections sportives à horaires aménagés. Résultat des comptes, tous les enfants qui sont dans ces horaires aménagés football ont des moyennes générales supérieures à ceux qui ne font pas du sport. Y compris dans les autres matières. Y compris dans les autres matières. Alors nous, on nous attaque de partout à cause de nos richesses. On a du coltan, on a ça. Ce discours est fatigant. Mais on ne se fatigue pas de ça. Il est fatigant. Je ne sais pas si vous n'êtes pas fatigué de ça. Moi, j'entends ça depuis 1974. On est un scandale géologique. Mais on mange une fois par jour. On mange une fois par jour. Mais la plus grande richesse que l'on a, c'est quoi? C'est l'être humain. Focalisons-nous sur l'être humain. Est-ce que vous êtes prêt? C'était ma question. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de la FECOFA? Non, du tout. Je ne serai pas candidat parce que je n'ai pas le droit. Est-ce que vous serez prêt? Vous n'avez pas le droit parce que... Je n'ai pas le droit parce que j'ai un passeport rouge. Et je ne suis pas congolais, de fait. Et donc pour vous, le Congo, c'est... Le Congo, il est là. Le Congo est là. C'est indiscutable, c'est en moi, c'est en toi, c'est en nous. Le Congo, on le respire, c'est notre pays. Et parce que détenteur d'une autre nationalité, vous laisserez tout tomber? Laissez tomber quoi? Le Congo? La responsabilité de faire ce que vous avez appris et vu ailleurs. Non, je ne le laisse pas. Ce que je suis en train de faire là. Même si je ne le fais pas, je donne les idées. Et je n'arrêterai pas de donner les idées. Et là, les compatriotes soudanais, les Congolais qui sont au Soudan, je suis tout le temps en contact avec eux parce qu'il faut qu'ils sortent d'urgence de Khartoum. Ça me tient à cœur. Ça me fait mal. J'ai toujours dit, à l'est du pays, ça me fait mal. Je repartirai là-bas. Et quand je suis là-bas, je suis accueilli comme pas possible. À Bunia, voilà. À je ne peux pas oublier ça. Ouais, Bukavu. À Bunia, à Goma, à Bukavu, je ne peux pas. C'est en moi. Florent Ibenge, merci beaucoup. Toute dernière question, Kinshasa quand? Retour au Congo quand? On vous revoit quand? Peut-être au mois de juin. À très bientôt. Peut-être récemment. Dans peu de temps. À très bientôt. Avec grand plaisir. Bon retour où, puisque vous n'allez plus à Khartoum? Demain, je vais à Casa. Je suis installé à Casablanca pour l'instant. En fait, on va terminer peut-être par une anecdote. Ibenge coaché, c'était à Kinshasa.
Au Soudan, c'est quoi? Là, c'est... À Khartoum, j'ai oublié parce que vous m'en avez parlé une fois. Mais... À Khartoum, c'est Folora. Ouais, ouais. C'était Ils prononcent comme des Mongos. Ouais. Là aussi, c'est vrai qu'il y a un bel engouement. Vraiment. Merci à vous d'avoir été avec nous. On va se terminer cette émission. Il n'a pas dit au Soudan. Au Soudan, c'est quoi? sourire. En arabe, il y a une chanson Non, aussi, non, ça m'échappe, mais il chante. Oui, il chante aussi. J'ai entendu le jour où vous êtes arrivé. Il chante aussi. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain, toujours en direct de la diaspora avec un nouvel invité. L'actualité continue sur votre télévision, mais surtout sur votre Top Congo FM, la fréquence utile. À demain.